Namasté tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de l'adoption. Mais pas n'importe quelle adoption, je vais parler de mon adoption à moi. Pas grave, attends. Non, je rigole. J'ai préféré demander à Loulou qu'il vienne m'assister parce que j'ai reçu pas mal de questions et j'ai trouvé ça plus sympa de faire la vidéo avec mon Loulou. Merci, mon amour. Alors, moi, je te pose les questions dans l'ordre chronologique. Et alors, commençons par les débuts. Tu peux nous raconter qu'est-ce que c'était ta vie avant l'adoption? Ma vie, c'était comme Heidi, dans les montagnes. Je vivais dans un village où il n'y avait pas beaucoup de maisons. Ma maison, elle était, je me rappelle encore, vous savez comment on peut imaginer une maison dans un pays pauvre, en terre, avec le toit en paille. J'habitais dans un petit village avec mon papa, ma maman et ma grande sœur. On était une famille très pauvre, on n'avait pas beaucoup les moyens et je me rappelle que bah, des fois je ne mangeais pas ou alors on allait piquer des légumes dans le jardin des voisins parce qu'on mourait de faim. Je me rappelle même une anecdote. C'était ma maison, elle est faite en terre et un jour j'avais très très faim et j'ai mangé, j'arrachais le bout du mur pardon, et je mangeais bah, le bout du mur parce que j'avais faim. Et je mangeais aussi des bouts de papier parce qu'on avait faim. Et ma maman, bah, elle essaie de travailler, trouver un peu de travail pour avoir un peu d'argent pour subvenir à nos besoins. Je me rappelle pas tout de mon enfance. Je me rappelle, j'ai quelques souvenirs. J'étais petite, j'avais 2 3 ans. Mon papa est décédé quand j'avais 3 ans. J'ai pas eu vraiment une enfance très heureuse. J'ai été une enfant battue. Ma maman était une femme battue. Du coup, oui, une enfance très bouleversante, difficile. Après le décès de mon papa, ma maman, elle a dû partir du village pour le rituel de voilà qu'on perd quelqu'un. Et c'était ma sœur qui s'occupait de moi avec mes tantes. Et, et voilà, après le décès de mon papa, ma maman, elle a dû aller au centre de Katmandou pour trouver un travail pour subvenir à nos besoins. Et pendant des mois, je ne voyais pas ma maman, j'étais toute seule avec ma soeur et c'était ma soeur qui s'occupait de moi, on s'occupait toutes les deux. Elle me faisait à manger alors qu'elle n'avait que 4 ans. Et on allait vivre chez ma tante dans un autre village parce que bah voilà, on ne pouvait pas vivre toute seule. Ma soeur de 4 ans ne pouvait pas subvenir à mes besoins et voilà. Donc pendant quelques temps, nous avons vécu avec ma soeur chez ma tante et voilà, on allait à l'école, etc. Je vais vous raconter une anecdote avec ma sœur. Ma sœur, elle adore parler. C'est une pipelette, comme vous pouvez pas imaginer, pire que moi. Oui, oui, ça existe. Un jour, on avait super faim et puis il y avait un petit Indien avec son chariot, avec les fruits, etc. Elle était en train de lui parler pour le distraire et moi je suis arrivée, j'ai piqué 2 bananes et on a couru. Et puis on a mangé la banane et c'était rigolo. Je me rappelle de ce moment et je trouvais ça drôle. Bref, ma tante pouvait pas non plus nous garder éternellement en sachant qu'elle avait aussi son fils à s'en occuper. Donc, du coup, 2 bouches à nourrir, ça coûte aussi cher. On est passé de famille d'accueil en famille d'accueil. J'ai été aussi adoptée une fois par une famille népalaise. Mais j'étais pas heureuse. C'était difficile pour moi. J'avais 4 ans, 5 ans. Et en fait, ils m'ont adoptée parce qu'ils voulaient un enfant, mais c'était pas un enfant qu'ils voulaient, c'était juste une personne, une esclave. Et bah, je faisais le ménage, je faisais à manger, je faisais les courses, je dormais à même le sol. Et que j'étais loin de ma famille. Et ça a été un moment difficile. Désolée. Du coup, je me rappelle de ce moment où c'était très difficile pour moi et ma famille me manquait, ma maman me manquait, ma soeur me manquait et j'ai voulu m'enfuir de cette famille. Un jour, cette dame, elle dormait, son mari, il était parti au travail. Et je me dis, mais comment je vais m'enfuir? J'ai 4 ans, j'ai pas d'argent. Voilà. Elle faisait sa sieste, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de m'enfuir. Alors, j'ai couru. J'ai sorti doucement et j'ai couru, sans chaussures. J'ai pris le premier bus et je suis partie, suis retournée dans mon village, dans ma maison où je vivais avec mon père et ma mère, avec, avec zéro.
d'argent et je me suis cachée sous un bus. J'ai même prié une dame qu'elle me paye mon ticket de bus parce que sinon il y avait les contrôleurs. Et voilà, et je suis arrivée chez moi toute seule à 4 ans. Bref, cette famille d'accueil, évidemment, ils sont venus me récupérer. Maman, elle était venue, je me rappelle, ils sont venus dans mon village avec ma maman. J'étais cachée et j'ai supplié, j'ai dit, maman, mais s'il te plaît, m'envoie pas dans cette famille, je fais tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, m'envoie pas. Et voilà, et elle a trouvé une excuse pour les renvoyer. Et moi, après ça, elle m'a gardée pendant quelques temps, où elle faisait le ménage, etc. Mais elle pouvait pas me garder parce que la famille ne voulait pas qu'elle ait son enfant avec. Et je suis allée dans une autre famille d'accueil où j'étais pas malheureuse. Je me rappelle que c'était une bonne famille. Je mangeais à ma faim. Mais voilà, à 5 ans, je me levais à 4h, 5h du matin pour aller chercher l'eau au puits. L'eau qui était hyper congelée au mois d'hiver. Je devais laver les habits pendant des heures, faire les courses, à manger. Donc, j'appelle pas ça vraiment une adoption, j'appelle ça plutôt voilà, une esclave. Et ça a été très difficile. Et ma maman, je ne l'ai pas vue pendant presque 2 ans, je pense. Et c'est là qu'elle a rencontré mon beau-père. Et mon beau-père, il lui a dit un jour, mais tu sais, au lieu que Samzana, elle vit comme ça, c'est mieux de la mettre dans un orphelinat. Au moins, elle mange à sa faim et elle peut étudier. Quel âge avais-tu quand tu es arrivé à l'orphelinat? Je pense que j'avais entre 6 7 ans. Combien de temps t'as resté à l'orphelinat? Alors, combien de temps je suis restée exactement, je ne pourrais pas vous répondre parce que quand vous êtes enfant, vous n'avez pas vraiment la notion du temps. Mais il me semble que je suis restée moins d'une année. Comment était ta journée typique à l'orphelinat? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais Alors, là? je me rappelle que, en fait, il y avait une maîtresse qui venait de l'extérieur qui venait tous les jours nous faire un cours. Voilà, elle faisait un peu de tout, les couleurs, les nombres en anglais, etc. Après, hein, il y avait une grande cour avec plusieurs enfants. Je me rappelle que moi, j'adorais animer. Et je me mettais dans le cercle, on faisait un cercle, je me mettais à l'intérieur et puis je faisais des jeux, j'animais un peu tout le monde. Et après, je me rappelle qu'au niveau pendant le repas, en fait, chacun prenait son assiette. Et bon, on mange pas vraiment à notre faim parce qu'il y a quand même énormément d'enfants. On mange bien, mais voilà, des fois, je sais que je me rappelle que j'avais encore faim. Mais bon. Et on a notre assiette, il nous sert à manger. On est assis tout en ligne comme ça par terre. Et puis on mange. Et voilà, on fait des petits jeux. Je me rappelle pas vraiment, c'est assez vague. Ta grande sœur était où pendant que tu étais à l'orphelinat? Ma grande sœur, elle n'était pas avec moi à l'orphelinat. Elle travaillait dans une famille, pareil comme moi, dans une famille où elle faisait le ménage, où elle faisait à manger, elle faisait tout. Tout ce que je faisais moi, elle faisait pareil, mais dans une autre famille. Ma sœur, pendant des années, je ne l'ai pas vue. Et ça a été un manque terrible pour moi. Mais quand je dis que moi, ça a été difficile, ce que j'ai vécu dans des familles d'accueil, comparé à ma sœur, c'est rien. Ma sœur, elle a vécu, elle m'a raconté, elle me disait un jour, ils l'ont tellement frappée qu'elle s'est évanouie. Un jour, et un truc, elle avait mal fait, il voulait lui couper la main, donc le mec, il arrivait avec un couteau pour lui couper la main. Ouais, elle a vécu des choses plus difficiles que moi. Et toi, à quel âge t'étais adopté enfant? Vous voulez l'âge népalais ou français? Oui, je vous dis ça parce qu'en fait, vous savez que pour la plupart des adoptions, quand les enfants ils sont grands, ils ont peur qu'ils ne soient pas adoptés. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent, ils enlèvent un peu l'âge. Donc, C'est comme pour les footballeurs africains, du coup. Tu te dis qu'il a 18 ans, vrai, il en a 25. Il est trop fort pour son âge. donc quand j'ai été adoptée sur mes papiers, du coup, j'avais 7 ans, mais en vrai, j'avais 9 ans. Alors, ça fait qu'on a seulement 11 ans d'écart. Wouhou. Moi, je me rappelle, parce que dans ma famille, on a adopté aussi mon frère, qu'il y a eu un moment spécial et magique, c'est quand on l'a vu la première fois à son orphelinat. Pour toi, comment ça s'est passé quand tu as vu pour la première fois ta maman française? Ah là là, je me rappellerai toujours de ce moment. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que nous, on va dire les pauvres, comme je pense que c'est pareil pour les enfants africains, etc. À chaque fois que moi, en tout cas, je voyais un Européen, du coup, je disais les blancs, parce que comparé à moi, voilà, j'étais trop contente. Je sais pas pourquoi je trouvais qu'ils sentaient trop bon, déjà parce qu'ils mettent du parfum, et puis
Je me rappelle encore de cette odeur des étrangers qui venaient pour adopter, du coup on les voyait, et puis cette odeur. Et à chaque fois, je me rappelle, j'étais trop heureuse parce qu'ils nous emmenaient toujours des ballons, des crèmes couleurs, et voilà, j'étais trop heureuse avec un ballon et je soufflais dans le ballon. Bref, tout ça pour vous dire, je me rappelle très bien de ces moments avec ma maman. Elle est arrivée, elle était assise au bureau et moi je suis arrivée, j'avais deux petites couettes comme ça et j'étais trop contente d'avoir bah, une blanche. Je suis arrivée avec mes petites couettes, le sourire jusqu'aux oreilles et je me rappelle de ma maman avec son sourire, elle avait l'air hyper heureuse, hyper émue et je pense que c'était le cas. D'ailleurs, concernant l'adoption, en fait, comment ça se passe, c'est qu'il y a plusieurs dossiers, c'est-à-dire il y a plusieurs enfants et ma maman, elle ne voulait pas choisir. Elle a pris le premier dossier et du coup, c'était moi. Donc le jour, moi je l'ai vu la première fois, je pense que je ne savais pas vraiment que ça allait être ma maman. Mais elle savait que j'allais être adoptée, qu'elle allait m'adopter et que j'allais être sa fille. Du coup, je me rappelle de ce rencontre. Elle était toute émue, etc. Elle est arrivée vers moi, elle m'a embrassée et moi j'étais toute contente. Pour ma maman, elle m'a raconté après que ça a été, voilà, c'était pas du tout facile d'adopter, surtout quand vous êtes une femme seule. D'un certain âge, ma maman, elle avait vers les 42 ans quand elle m'a adoptée. Elle était célibataire, donc vraiment, voilà, ils viennent pour tout contrôler. Ça a été la galère, mais elle avait la vraie détermination. Elle voulait absolument avoir une petite fille et voilà, je suis là. Donc je l'ai vue la première fois à l'orphelinat, elle est venue, ensuite je crois que ça s'est fait plusieurs fois, voilà, comme ça, à l'orphelinat, pour que ça se fasse doucement. Je me rappelle aussi que elle me sortait de l'orphelinat genre 1 heure, donc on se promenait, etc. Je me rappelle qu'on est allé manger du poulet, le chicken tandoori, que je me rappellerai toute ma vie, c'était tellement bon, avec des frites. Après elle me ramenait à l'orphelinat, elle me ressortait par exemple 3 4 heures une autre fois. Après, j'ai dormi la première fois à l'hôtel avec elle. Après, 2 fois. Et voilà, ça s'est fait comme ça petit à petit, la séparation entre l'orphelinat et avec ma maman française. Ma maman adoptive a rencontré ma maman biologique. Donc, maman biologique, c'est Mamé. Ma maman adoptive, c'est Mounette. Comme ça, vous savez, j'ai pas besoin de vous répéter toujours adoptive, biologique. Enfin, voilà, pour moi, c'est mes mamans. Elles se sont rencontrées la première fois à l'orphelinat. On est resté un petit moment. Mamé, elle sait pas parler l'anglais parce que c'est une personne qui n'a jamais étudié. Et elle ne connaissait pas, donc vous savez, c'est avec des signes comme ça. Enfin, voilà. Il y avait aussi un traducteur. Avant de partir pour la France, Mamé est venue plusieurs fois me retrouver à l'hôtel avec Mounette. Et voilà, ça s'est fait comme ça pour la séparation. Mais moi, je ne me rendais pas vraiment compte à ce moment-là. Si vous me direz, mais comment t'étais? Moi, j'étais contente, j'étais heureuse parce qu'en fait, on m'a dit que je partais quelque temps à l'étranger, que j'allais étudier, que j'allais revenir. Et voilà, j'avais jamais pris l'avion. Je me rappelle le jour où je suis partie, j'étais très très malade. J'avais eu de la fièvre, etc. Je me rappelle, j'avais mon sac à dos avec mes valises et j'étais très heureuse de prendre l'avion. J'étais même très surprise. Je regardais partout comme ça. Je parlais avec les hôtesses de l'air. Oui, j'étais une petite fille très curieuse, pas du tout timide. Alors, même encore maintenant, je ne suis pas du tout timide. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à Paris, Charles de Gaulle, qui faisait assez froid parce que je suis arrivée le 16 mars exactement. Et je me rappelle, ma maman, elle m'a fait faire quelques mounettes, elle m'a fait faire quelques cours en français avec un népalais, donc apprendre à dire bonjour, ça va, j'ai faim, pipi, caca, enfin voilà, l'essentiel quoi. Et je me rappelle, je suis arrivée à Paris, je voyais plein de monde partout et je disais bonjour, 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 bonjour. Je pense que j'ai dû dire au moins 200 et quelques fois la journée en attendant le train. Il y avait les escalators et vous savez que moi j'avais jamais pris l'escalator et Mounette elle m'attendait comme ça puis moi je montais, je descendais et je montais. Voilà, j'ai passé je pense 20 minutes à faire les escalators. Arrivé chez moi, waouh, quelle surprise, vous vous rendez pas compte, je pense que pour quelqu'un comme moi où j'ai manqué de tout, je n'avais rien, arriver là, ça a été, ouais, j'étais trop heureuse d'avoir ma propre chambre, d'avoir des jouets, un lit, ouais, j'étais super heureuse. Le lendemain, on allait faire les courses à Carrefour, je me rappelle encore.
Mounette, elle avait sa voiture et moi, je voulais aller devant. Et puis ma maman, Mounette, comme je parlais pas encore, voilà, au début, on se faisait des petites signes. Elle me parlait en français. Des fois, elle me disait des mots en anglais. Puis elle me faisait pour dire non, 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 tu vas pas devant, tu dois être derrière, tu peux pas monter encore devant la voiture. Et moi, je faisais comme ça. Oui, j'étais déjà têtue comme une mule. Et, et quand je suis arrivée au carrefour, waouh! C'est incroyable, vraiment, quand vous voyez les petites marchés au Népal, dans la rue comme ça, là, vous voyez un magasin énorme avec plein de choix, des jeux à manger. Enfin, oui, pour vous, c'est normal, pour moi, ça a été une découverte. Et je me rappelle, je courais partout. Ma maman, elle n'avait pas le temps de dire ouf que j'étais plus là. Parce qu'en fait, j'étais émerveillée partout. Je touchais, je prenais les choses, les jouets. Et ma maman, d'ailleurs, elle m'appelait Speedy Gonzalez, parce que j'étais toujours comme ça. J'étais super heureuse ces 2 mois. J'ai rencontré ma famille adoptive, voilà, mes tantes, mes oncles, mes cousins, etc. J'étais super contente. J'allais dans des jeux de parc. Ouais. Je me rappelle ces 2, 3 mois où j'ai été hyper comblée, heureuse. Après ces 2, 3 mois, c'est là que c'est devenu très compliqué pour moi parce qu'en fait, je ressentais le manque de ma maman biologique, de ne pas voir ma soeur, ma famille, mon pays tout simplement, parce qu'il faut quand même avouer que le Népal, la France, 2 pays complètement à l'opposé. Voilà, et c'est là que j'ai commencé à pleurer énormément, à faire des crises, des colères. Voilà, je pleurais et je me disais, je voulais rentrer chez moi, je veux mamer, 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 et ça a été très difficile. C'est sûr que ton histoire, c'est quand même assez original parce que je trouve que la plupart des enfants adoptés ont malheureusement perdu leurs parents biologiques. Donc, ils ne se posent pas trop les problèmes. Se demandent des fois par rapport à ses propres racines, mais ils n'ont pas les moyens d'avoir des liens. Pour toi, c'était différent parce que toi, tu savais que ta maman népalaise, ma mère, était vivante. Donc, j'imagine que ça devait être dur. Oui, ça a été très difficile parce que il y a une malcompréhension dans mon adoption. C'est qu'on m'avait dit à moi que je partais pendant quelques mois et que j'allais revenir. On a dit à Mamé que, que je partais quelque temps aussi et que j'allais revenir et qu'en attendant, ma famille biologique allait lui envoyer de l'argent pour subvenir à ses besoins. Et à ma maman, à ma mounette, on a juste dit, bah voilà, c'est une adoption plénière, que c'est-à-dire que ma famille biologique n'a aucun droit sur moi. Quelle histoire. Une malcompréhension et que ces choses-là, j'ai compris des années plus tard parce que voilà, j'avais des questions, j'avais besoin de réponses. Pourquoi j'ai été adoptée? Parce que vous savez, quand vous êtes adopté, c'est très difficile parce que surtout il y a beaucoup de moqueries. Les enfants à l'école, ils me disaient ah mais ta maman, elle t'a vendu, ta maman française, elle t'a acheté, c'est pas ta maman parce que vous n'avez pas la même couleur de peau. Enfin voilà, les enfants, ils sont quand même très méchants et c'est aussi ça, ça a été difficile. Moi, je sais que je rentrais de l'école et je pleurais dans ma chambre toute seule sans me faire voir parce que je voulais rentrer chez moi tout simplement. C'est pour ça que Mounette, elle t'a aidé à retrouver mamie. Euh, et une chose que j'ai énormément appréciée de Mounette, c'est qu'en fait, elle a toujours été sincère avec moi. On a toujours pu parler de mon adoption ouvertement. Euh, D'ailleurs, j'ai été suivie par un pédiatre qui suit en fait, qui est très connu en France. Lui qui suit en fait tous les enfants qui ont été adoptés. J'ai été suivie aussi par un psychologue, par un psychiatre, plutôt un psychiatre. Bah voilà, pour en fait pour m'aider à grandir plus sereinement, pour que je puisse en fait vivre cette adoption euh, plus sereine quoi. Moi, je trouve ça assez unique parce que il y a plein de familles adoptives qui ont peur d'exposer leur propre enfant à la vérité parce qu'ils ont peur de créer une déchirure. Et pour toi, cette déchirure était comme déjà un cours et je trouve quand même hyper courageux ce qu'elle a fait Mounette parce que
elle a eu le courage et l'envie de t'amener avec elle au Népal à la recherche de ta famille adoptive. Ça, c'est une histoire qui a de l'incroyable. Est-ce que tu veux nous raconter quelque chose par rapport à ça? C'est quand que tu es allé au Népal la première fois, du coup? Alors, je me rappelle pendant, en fait, la première fois que je suis retournée au Népal, c'était 5 ans après que j'avais été adoptée. Je réclamais tous les jours, tous les mois, tous les ans, à Mounette pour dire je veux rentrer chez moi, je veux voir ma mère, etc. Et elle avait peur parce que du coup, un enfant qui réclame souvent sa famille biologique, qui pleure, qui fait des grosses crises, etc., on a peur, on se dit mais si je l'emmène, peut-être qu'elle ne voudra plus revenir. Je pense que c'est aussi la question de la plupart des gens qui adoptent leur enfant. Peut-être qu'ils ont peur en fait de ne pas emmener leur enfant dans leur pays d'origine parce qu'ils ont peur qu'ils veulent rester là-bas ou qu'ils veulent rester avec leur famille biologique. Et c'est ce que je peux comprendre. Mais voilà, en tout cas, dans mon cas, avec Mounette, le fait qu'elle a toujours été sincère, qu'on en a toujours pu parler de mon adoption ouvertement. Et voilà, elle a attendu le bon moment pour que je sois vraiment prête pour rentrer au Népal, pour pas que ce soit trop difficile en fait, qu'il y ait un choc. Et voilà, c'était 5 ans après, elle m'avait bien préparée. J'avais même parlé avec le pédiatre. Voilà, c'est comme ça. Donc 5 ans après, je suis retournée pour la première fois au Népal. Comment vous avez fait à retrouver ta maman? Parce que moi, j'ai connu le Népal la première fois il y a 7 ans. Déjà, c'est hyper compliqué. Il n'y a pas la poste. Tu veux livrer un colis au Népal. Tu C'est peux pas. pour, Inch'Allah, tu dis, c'est arrière au quartier, Tu au demandes. centre-ville, arrière les coins où il y a la pâtisserie, des choses comme ça. Donc, déjà, il n'y a pas des adresses. Comment vous avez fait? C'est une sorte de chasse au Alors, trésor. je me rappelle encore, je me moque souvent de maman de Mounette, c'est qu'en fait, elle a un petit ordi, ça s'appelle le Minitel. À ce moment-là, c'était le Minitel. Et apparemment, elle envoyait de temps en temps mes nouvelles à l'orphelinat pour que l'orphelinat puisse donner mes nouvelles à ma famille biologique. Malheureusement, j'ai su quelques années plus tard que ma mère elle n'a jamais eu de nouvelles pendant 5 ans. Et ça a été très difficile pour elle parce qu'en fait, au Népal, les gens ils disaient mais tu sais, ça fait 5 ans que tu n'as pas de nouvelles de ta fille, mais elle est morte, elle a été abandonnée, enfin elle est plus là, donc faut que tu arrêtes. Et ma mère, elle me disait qu'elle pleurait souvent, que voilà, elle avait plus d'espoir. En fait, elle s'est dit voilà, ça y est, ma fille, elle est partie, je la reverrai plus, c'est sûr qu'elle est morte. Et, et ça, voilà, elle m'a raconté ça des années après. Mais bref, donc elle n'a jamais eu de mes nouvelles. Et Mounette, elle a contacté l'orphelinat en disant écoutez, on va venir au Népal, j'aimerais que Samzana puisse revoir sa famille biologique, comment on peut faire, etc. Donc ça s'est fait comme ça. Une fois arrivée au Népal, je crois qu'elle avait le numéro d'une personne qui travaillait à l'orphelinat et c'est comme ça qu'elle a appelé et on s'est retrouvés, il me semble, dans un hôtel. Je ne me rappelle plus où exactement, mais ça s'est fait toujours par l'intermédiaire de Mounette et cette personne de l'orphelinat et ma famille biologique. Mais alors, comment ça s'est passé cette rencontre avec mamie après 5 ans? Franchement, euh, ça a été, je me rappelle encore, c'est émouvant. Très très émouvant. D'ailleurs, je vais vous mettre exactement la photo parce que ma Mounette, pardon, Mounette, elle a pris la photo à ce moment-là. Comme ça, vous voyez l'émotion pure, vraie. Ça a été. Elle m'a pris dans ses bras. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Elle me disait plein de choses en népalais. Je ne comprenais pas parce que j'avais oublié en fait le népalais. Je ne me rappelais plus. Et moi, je pleurais, pleurais, pleurais. Je lui parlais en français. Je lui disais plein de choses et en fait, on ne se comprenait pas. Mais par contre, on se comprenait avec le regard, avec l'amour d'une mère pour son enfant. C'était, ouais, c'était très beau. J'étais très heureuse. Ça, c'est, je crois, la réponse meilleure que tu peux donner à la personne qui a posé la question si les liens mère-fille étaient toujours là. Oui, c'est ce que tu viens de Je pense raconter. que, vous savez, moi, aujourd'hui, je suis maman et quand on est maman, je pense que le lien ne perd jamais. Quand ma mère, elle a tout donné. Elle a tout fait pour moi, pour ma soeur. Elle a tout fait pour subvenir à nos besoins malgré les difficultés. C'est une femme forte qui a... Ouais, du coup, je pense que voilà, quand c'est son enfant, on perd pas le lien. T'as deux mamans fortes, j'oserais dire.
Ta J'ai deux maman mamans très fortes. biologique, mais aussi ta maman adoptive, il faut avoir le Mounette, courage. Hein. Mounette, je l'admire. Je l'admire pour tout ce qu'elle a fait, en fait. C'est pas facile pour une maman bah, de dire bah, on va retourner dans son pays et, pardon, je vais montrer en fait, je veux que ma fille voit sa famille biologique, c'est important pour elle. Et je pense que c'est pas évident pour elle parce que je pense elle a dû quand même se contenir et dire ça va aller. Je pense que c'est quand même difficile. Et pour tout ce qu'elle a pu faire pour moi, je l'admire. C'était. Ouais. Et il faut le self-control énorme. Si tu te souviens, quand on a aidé ton cousin à retrouver sa maman biologique, sa maman adoptive, elle avait cette crainte de la rencontrer. Parce que c'est naturel, c'est normal. C'est normal, c'est notre enfant. On veut pas de perdre notre enfant en fait. Et du coup, je sais que même si elle me l'a pas dit, je sais qu'au fond d'elle, elle avait peur. Elle avait cette peur qu'en fait je veuille rester en fait au Népal avec ma famille biologique et que je veuille plus retourner en France. Elle avait cette peur, cette crainte et c'est normal. C'est normal en tant que maman. Moi aussi, au début, quand j'étais avec toi, tu disais toujours, moi, je m'en vais au Népal. C'était ta menace principale. Et du coup, quand j'étais au Népal la première fois, j'avais l'impression de redécouvrir mon propre pays. Vous savez qu'en tant que Népalais, enfin même en tant que Français, quand on vit dans son pays, voilà, on ne fait pas vraiment attention. Et là, j'ai découvert mon pays en tant que touriste française et j'ai adoré mon pays. J'étais vraiment hyper contente. Je voyais en fait le partage, l'entraide avec ces gens-là. À chaque fois que j'allais dans un magasin, on m'offrait le thé, on me parlait en népalais, mais je ne comprenais pas. Et après, on essayait de me parler en anglais, donc j'ai à peu près compris. J'avais 12 ans, 13 ans, donc je savais dire quelques mots. Et voilà, avec ma mère, on se voyait. J'ai vu ma grande sœur, on se voyait de temps en temps, on allait manger au restaurant. Elle venait nous retrouver, enfin ma famille venait nous retrouver à l'hôtel. Et voilà, après, je ne suis pas restée très longtemps parce qu'on était parti 2 semaines au Népal la première fois. Du coup, on a fait quelques jours à Katmandou et ensuite on est parti pour un trekking aux Annapurna. Et voilà, donc j'ai vu ma maman, pas beaucoup. Mais le peu que j'ai vu, ça a été j'ai été la personne la plus heureuse. Ça faisait 5 ans que j'attendais ce cadeau-là et ça a été le meilleur cadeau de ma vie de pouvoir retrouver ma famille biologique. Une chose, quand j'ai vu ma maman, ça a été très difficile pour moi. J'ai été hyper frustrée de ne pas pouvoir parler en fait le népalais, de ne pas pouvoir communiquer avec ma famille. Ça a été très difficile pour moi et je me suis donné comme objectif, bah ok, je veux apprendre le népalais, c'est ma langue et je veux parler népalais, je veux parler avec ma famille. Et voilà, et je me rappelle que ma mère, j'ai l'impression que j'étais un petit peu bête, elle me montrait les choses et puis elle me disait par exemple, je sais pas, c'est du riz, elle disait riz riz, comme ça. Puis elle me montrait, et puis du coup, quand c'est chaud, donc voilà, elle m'apprenait des mots comme ça, doucement, des petits mots, genre hyper simples, genre manger, dormir, pipi, caca, enfin voilà, des choses comme ça. Et voilà, je me suis donné comme objectif de savoir parler népalais. Je me rappelle aussi qu'une copine de maman, elle m'avait donné 200 € quand je suis retournée la première fois au Népal pour que je m'achète plein de choses. Et avant de partir, j'ai donné cet argent en cachette à ma mère parce que ça me faisait mal au cœur de voir où elle vivait. En fait, elle vivait dans une toute petite pièce, une pièce, où ils étaient au moins 4 avec 2 lits et une petite cuisine à côté. J'ai eu tellement mal au cœur, je me dis, en fait, j'ai la chance de vivre en France, de manger à ma faim, d'avoir ma propre chambre, etc. Et de les voir comme ça, ça m'a fait mal au cœur. Alors, les 200 € que j'avais, je leur ai donné. Et je me rappelle que j'ai dit, ne t'inquiète pas, un jour je t'aiderai. J'ai toujours fait cette promesse que j'étudierai pour... En fait, j'ai toujours pensé à ma famille. Pendant toute mon enfance, mon adolescence, j'ai pensé à ma famille, je me suis faite la promesse qu'un jour, je les aiderai. Je me rappelle cette phrase que j'avais dit à ma mère et à chaque fois que dans mes difficultés, je n'arrivais pas, je disais si, tu vas y arriver parce que tu vas aider ta famille. Sinon,
personne ne pourra l'aider. Et voilà, c'est comme ça. Et mon aide, c'est lui. J'ai rencontré Loulou et voilà, je ne pouvais pas espérer une personne aussi formidable, aussi parfaite que mon Loulou, qui a tout fait pour moi, qui a tout fait pour ma famille et d'ailleurs pour notre famille aujourd'hui. Pour notre famille, parce que pour moi, c'était te voir et voir en toi toujours une chose qui te manquait, parce que ton vouloir aller au Népal, mais maintenant c'est que tu allais au Népal, si je faisais des bêtises, c'était au final une forme de souffrance parce que ça te manque un morceau de toi. Du coup, ça a été une chose assez naturelle, l'idée de retrouver tes racines et d'ailleurs de faire si que nos voyages au Népal, de ce que moi je voyais déjà que c'est redevenu notre famille, ça se passe dans une ambiance où on peut réunir aussi la famille népalaise et c'est ce qu'on a fait avec notre Feel Like Home. Népal. Népal. Du coup, voilà, on a créé l'appartement pour qu'en fait ma famille puisse vivre convenablement, manger à leur faim et voilà, d'avoir une vie comme nous avons. Et j'ai tenu cette promesse, mais c'est grâce à toi, c'est grâce à nous et je te remercierai jamais assez parce que tu es l'amour de ma vie. Et pour nous, ça c'est beau parce que c'est pas seulement aider des personnes ou les soutenir économiquement, de faire si que Qui elles aussi subviennent à leurs besoins en travaillant par eux-mêmes. vivent leur travail. Et ça, c'est une des choses meilleures qu'on peut faire pour les personnes qu'on aime en général, pour toutes les personnes. Non. D'ailleurs, dans cette recherche des origines, nous avons décidé de parler à nos enfants. Moi, in italiano, toi, Il n'est pas laid, népali, en népalais. et entre nous en français. Alors, c'était hyper important que tu réapprennes le népalais. Comment tu as repris ton népalais d'allemand? Alors, du coup, le fait d'aller plusieurs fois au Népal, ça m'a énormément aidé parce que après j'ai voyagé toute seule. Je suis allée au Népal toute seule et j'ai vécu des fois avec ma famille biologique où ma mère, elle m'apprenait et Didi, il m'apprenait Didi, donc c'est ma grande sœur, qui m'apprenait en fait des mots tout simples et on me montre des choses, etc. Donc au début, je parlais, mais moi, parler comme ça, voilà, c'était des petits, c'était pas du tout des phrases, ça voulait rien dire. Mais l'essentiel, c'est ce qu'on comprenait. Je veux dire, si je voulais manger, je disais am. Voilà, je faisais des gestes, des choses comme ça. Donc voilà. Petit à petit, j'ai rencontré Loulou et ma mère, ça lui tenait à cœur. Bah, quand je me marie en fait au Népal pour, voilà, pour la religion, etc., pour la culture. Et je suis restée au Népal pendant 3 mois pour préparer notre mariage. Et là, je me suis dit, en fait, j'aimerais apprendre, c'est maintenant ou jamais, pour apprendre le népalais. Donc, j'ai pris des cours de népalais avec un prof népalais qui m'apprenait donc c'était anglais népalais pendant un mois où je savais parler, je sais parler népalais, même encore aujourd'hui, j'ai des difficultés, je peux pas. Tu n'écrirais pas des livres, mais tes amis népalais ils disent que tu t'exprimes très bien. D'ailleurs, elle a une langue secrète qu'elle peut parler avec nos enfants. Parce que si ils parlaient palais, au-delà des choses basiques, moi, je ne comprends rien. Revenons un peu à l'arrière. Tu nous as raconté que tu as pu retrouver ta famille plus ou moins à 13 ans. Et après, comment ça s'est passé ton adolescence? Une enfance assez compliquée, assez difficile. Parce qu'en fait, quand j'allais au Népal, je me sentais étrangère. Parce que pour la langue, je ne savais plus parler le népalais. De ne pas pouvoir communiquer, je me sentais étrangère. En France, je me sentais pas dans mon pays non plus à cause de ma couleur de peau. Et pendant des années, je pourrais même dire, jusqu'à ce que je t'ai rencontré, euh, ça a été très difficile pour moi de grandir sereinement parce qu'en fait j'avais énormément de questions. Je me suis dit pourquoi moi j'ai été adoptée, pourquoi pas ma sœur, pourquoi en fait ma maman elle a voulu que je sois adoptée. Voilà, j'avais des questions et j'avais besoin de réponses à ces questions-là. Du coup, je suis retournée une deuxième fois au Népal avec Mounette. On a pris un ami népalais qui parle français à qui en fait je lui ai posé des questions en français et lui il traduisait puis il demandait directement à ma mère. C'est comme ça que j'ai appris énormément de choses sur mon adoption que je n'aurais pas pensé en fait. Ça a été une adoption très difficile.
j'ai posé la question de pourquoi moi en fait, pourquoi moi j'ai été adoptée. Et ma mère, elle m'a dit que j'étais à l'orphelinat justement pas à la base pour que je sois adoptée, juste parce que je puisse étudier, manger et que je ne dois pas travailler dur pour pouvoir manger. Et en fait, on lui a dit un jour qu'il y avait une femme qui voulait m'adopter et qui ont dit en fait que j'allais partir quelque temps en France et ma famille adoptive allait lui envoyer de l'argent pour subvenir à ses besoins et que moi j'allais retourner après. Donc déjà mon adoption voilà, rien que ça a été très compliqué pour Mamé. Quand je suis partie, il y a eu une malcompréhension entre Mounette et Mamé. Mounette lui avait dit que le lendemain j'allais partir pour la France. Mamé, en sachant pas parler l'anglais, n'a pas compris du tout et elle n'a pas pu me dire au revoir. Donc, est-ce que vous imaginez pour une mère euh, de ne pas pouvoir dire au revoir à son enfant, que du jour au lendemain, bah, vous ne verrez plus votre enfant pendant 5 ans? Ça a été très difficile pour moi, mais parce que du coup, j'ai pu comprendre en posant lui question pourquoi ma soeur, elle n'a pas été adoptée. Parce que tout simplement, ma mounette, elle n'a pas su en fait que j'avais une sœur. On lui a caché. Elle s'est toujours dit, s'est dit, moi j'ai un principe, c'est que je ne veux pas séparer une fratrie et que si elle avait su que j'avais une sœur, elle aurait aussi adopté ma sœur avec moi pour pas nous séparer. Mais voilà, elle a jamais su et ils lui ont caché ça. Et c'est pour ça que j'ai été adoptée moi et pas ma sœur. Mais pourquoi moi j'ai été placée à l'orphelinat et pas ma sœur? Tout simplement parce qu'en fait, l'orphelinat a refusé de prendre ma sœur parce qu'elle avait des problèmes de santé. Ma sœur, elle a eu, notamment, elle s'est fait opérer il y a 4 ans du cœur. Donc on lui a ouvert ici pour s'opérer du cœur. Donc voilà, c'était pour ça. Elle pouvait pas être adoptée à cause de son problème au cœur. Bref, les enfants qui ont été adoptés peuvent comprendre et vivre la même situation. On se pose toujours 20 000 questions et on se sent jamais chez soi, nulle part. Parce que voilà, on est déraciné. On arrive dans un pays où bah, on ne ressemble pas forcément aux autres par rapport à la couleur de peau, par rapport aux cultures, par rapport à plein de choses. D'ailleurs, on ne ressemble pas à nos parents adoptifs et c'est ça qui fait que ça a été difficile pour moi pendant des années. Ou pour grandir, ça a été compliqué parce que malgré que j'ai eu les réponses de pourquoi j'ai été adoptée, il y a toujours eu, je sais pas, j'ai toujours eu des difficultés en fait à me sentir bien, à être bien avec moi-même. Ça a été difficile pour moi de grandir avec cette histoire-là parce qu'il y a eu une malcompréhension comme vous avez pu voir dans mon adoption. Et voilà, mon enfance n'a pas été facile, malgré que Mounette, elle a fait tout pour que je sois heureuse, que je me sente bien. Et je l'étais, je ne vous cache pas que je souriais, je mangeais, voilà, j'étudiais, j'étais bien. Mais il y a eu toujours ce moment où ma famille biologique me manque énormément. De ne pas être avec sa maman biologique, c'est aussi très difficile. Et pendant des années, je peux vous dire, depuis peut-être une année ou jusqu'à une année, j'étais encore mal. Je ne savais pas encore ce que je voulais vraiment, qui j'étais vraiment et où je voulais vivre en fait. Et voilà, je suis arrivée ici en Suisse aujourd'hui et je me sens chez moi parce que c'est un pays neutre pour moi. Je pense que j'avais besoin de partir de la France parce que je ne me sentais pas chez moi. Je ne pouvais pas vivre au Népal parce que je ne me sentais pas chez moi non plus. Donc d'être en Suisse dans un pays neutre, je me sens bien. Le fait d'avoir ma propre famille, ça m'a énormément aidée. Mais voilà, vraiment, la personne qui m'a énormément aidée ici, je pense, c'est Loulou. Pourquoi? Parce que quand j'ai rencontré... J'arrive pas à parler. Quand j'ai rencontré Loulou, c'est vrai qu'il a tout fait en fait pour que je me retrouve avec moi-même, que je retrouve ma famille. Voilà, il a tout fait pour qu'en fait je sois heureuse tout simplement et que j'arrête de me poser 20 000 questions et, et d'être malheureuse. En fait, et un jour, je me suis dit, Samzana, arrête.
Oui, certes, tu as vécu des choses difficiles pendant ton enfance. Personne ne pourront te comprendre parce que c'était tellement difficile et que voilà, seules les personnes qui ont vécu ça qui peuvent vraiment comprendre. Aujourd'hui, je regarde cette petite fille, Samzana, avec une enfance très difficile, mais avec une chance. Oui, j'ai eu de la chance d'être arrivée en France, d'avoir eu cette opportunité d'étudier, de manger à ma faim, d'avoir une famille adoptive si aimante et qui a toujours été là pour moi. Et voilà, aujourd'hui, je vois ça plutôt comme une chance. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, je peux aider ma famille biologique à vivre convenablement et qu'ils soient heureux, tout simplement. Donc malgré la souffrance, il faut garder le positif et aujourd'hui, je me sens bien. Merci de ton émotion. C'était touchant pour moi que j'étais à côté. Peut-être que le sera aussi pour quelqu'un qui va t'écouter. Et une question qui est venue souvent parmi celui qui t'ont posé tes followers, ça a été, est-ce que tu conseillerais d'adopter? Est-ce que toi t'adopterais toi-même? Je pense que c'est beaucoup plus difficile qu'on adopte un enfant qui est grand que plutôt un enfant qui est petit. Et je pense que si j'avais été adoptée toute petite et qu'on m'avait toujours raconté, bah voilà, qu'on avait parlé de mon adoption, je pense que j'aurais pas vécu comme j'ai vécu mon adoption à moi, parce que j'étais grande, je connaissais ma famille biologique. On m'a dit que je partais quelque temps, mais finalement je suis restée toute ma vie. Et voilà, et j'ai trouvé ça tellement beau en fait dans la part de Mounette d'adopter un enfant, de donner tout l'amour, l'éduquer, donner cette chance d'aller à l'école, de ne pas marcher pendant 2 heures en fait pour étudier. Et oui, je me suis toujours dit, en fait, j'aimerais moi aussi adopter parce que c'est beau d'aider. Il y a tellement d'enfants en fait qui sont seuls, qui ont personne et qui demandent une seule chose, c'est d'avoir une famille sur qui ils peuvent compter. Ils veulent juste de l'amour, avoir une famille qui les aime en fait tout simplement. Donc je les conseille, oui. Et moi, si nous, on peut, dans quelques années, j'aimerais bien aussi avoir une petite fille. C'est vrai que je trouve déjà une énorme acte de générosité de devenir parent parce que ça veut dire mettre sa propre vie en parenthèse pour se dédier pratiquement entièrement à ses propres enfants. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'être mère, c'est pas du tout facile. Mais je trouve presque encore plus généreux d'adopter parce que tu le fais vraiment avec un sens que ça va donner l'espoir à un enfant qui n'a pas eu la chance d'avoir Un futur. un futur ou ses propres parents. Donc Mm. on se dit effectivement si aller au Népal pour trouver notre petite princesse comme elle, c'est une option peut-être pour les futurs. On verra ce qui nous réserve le destin. Dans l'histoire que tu nous as racontée, ça sort que Mounette a toujours été très sincère et très direct avec toi par rapport à ton adoption. Est-ce que toi, tu penses que tu ferais pareil si on décide d'adopter? Je pense qu'il est vraiment important de dire les choses sincèrement. Un enfant comprendra. Il y a des mots qu'il faut juste adapter à l'enfant. Et moi, je sais que si on adoptait un enfant, je lui dirais, parce que c'est important pour l'enfant, en fait, pour son futur, pour qu'il grandisse bien, pour qu'il se sente bien, de lui raconter en fait d'où il vient, pourquoi. Même si souvent j'ai entendu parler de ton histoire, c'était des fois des petits morceaux de ton histoire et aujourd'hui, c'était un peu tout recomposé. Je sais qu'il faut du courage pour raconter des soi C'est dans pas tous les facile. mots. Ton émotion t'a trahi. C'était de la vraie émotion. Ça a été très beau. Et je te remercie à mon nom, à nom des personnes qui sont en train de t'écouter. Et j'aimerais bien que tu nous laisses avec quelques mots. Donc à toi la parole. Aujourd'hui, je vous ai parlé de mon adoption à moi, de mon expérience à moi, comment moi je l'ai vécue. Toutes les adoptions ne se ressemblent pas, toutes les histoires sont différentes parce que chaque être humain est unique, n'oublions pas. Voilà, vraiment, malgré tout, malgré cette souffrance, malgré mon passé, l'adoption, etc. Aujourd'hui, je me sens chanceuse d'avoir la vie que j'ai et je serai toujours reconnaissante
Je pense que si les choses devaient se passer, c'est que c'était écrit. Et mon destin, c'était ça. Voilà. C'est comme ça s'est passé. On me demande souvent ta maman. Je lui dis non, mes mamans. Parce qu'en fait, j'en ai deux. Et c'est mes deux mamans, je les aime. Et on me dit souvent, mais est-ce que tu peux choisir? Non, je ne pourrais pas choisir parce que je suis née deux fois. Voilà.